Aujourd'hui, pour cet épisode très spécial de fin de saison, on vous emmène loin, très loin, là où l'horizon s'étend à perte de vue et où le quotidien se vit au rythme des vagues. Notre invité du jour est marin, un véritable nomade des mers. Il passe une grande partie de l'année à traverser les océans pour livrer des voiliers aux quatre coins du globe. Une vie entre ciel et eau, loin de la terre ferme et des repères habituels. Mais aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée de mon papa. À mes côtés, c'est Kira Mameri, marraine de notre podcast et invitée de l'épisode 3 qui partage ce moment avec nous. Ensemble, nous avons invité ce marin car je suis fascinée par son mode de vie, ses aventures en mer et ce qu'il faut pour vivre des mois entiers sans poser le pied sur la terre ferme. Alors préparez-vous à embarquer dans un univers que nous ne connaissons pas mais que nous avons hâte de découvrir à travers ses yeux. Bienvenue dans cet épisode au grand large. Bonjour Kira, bonjour Julien. Bonjour Kaina, bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Effectivement, aujourd'hui, c'est moi qui suis invitée par Kaina pour cet épisode. On pourrait aussi expliquer pourquoi on a pensé à inviter un marin. Est-ce que Kaina, tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui notre invité est marin ? Aujourd'hui, on a invité Julien parce qu'en ce moment, avec ma classe, on suit le Vendée Globe. Du coup, en ce moment, je suis pas mal intéressée par la mer et tout ce qui s'y rapporte. Donc, quand papa m'a dit que Hélène avait un cousin qui était marin, on l'a invité. Alors, effectivement, Hélène, dont Kaina parle, c'est Hélène Lanfranchi, qui est une amie à moi. Et son cousin, Julien Guillaumard, qui est marin, nous a fait le cadeau de venir partager son parcours avec nous aujourd'hui. Donc, la première question que j'ai envie de poser à Julien Guillaumard, c'est quand et comment a commencé l'histoire de la navigation ? Comment on se lève le matin et on se dit « Ah, ça y est, ça c'est le métier que j'ai envie de faire ». Non, moi, ça a commencé pour les bateaux. Ça a commencé petit par deux familles bretonnes attachées à la Bretagne, par des stages de dériveurs, d'optimistes, de planches à voile, un petit peu, mais c'était très occasionnel, comme un Parisien que j'étais. Et j'avais eu un moment l'idée de poursuivre là-dedans, mais qui était pas du tout réaliste. Et après, j'ai eu complètement une vie différente à ma post-adolescence. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion, j'ai entendu parler de la possibilité de monter sur des bateaux comme aide pour embarquer sur des voiliers. Ce que j'ai fait, qui était normalement un projet d'une semaine, et puis la semaine elle s'est poursuivie par une deuxième, une troisième, et puis en fait je suis jamais rentré et jamais descendu des bateaux. Et ça, c'est arrivé à un moment où j'avais 25 ans, 24 ans, 25 ans, donc assez sur le tard par rapport à la moyenne de ce qui peut se faire. Et est-ce qu'il y a eu une formation pour ça ou Moi, la formation, je l'ai fait vraiment sur le tas, c'est-à-dire à embarquer sur des bateaux, à entraîner sur des pontons avec mon sac, et puis ça a duré 1 an ou 2, comme ça, ce qui m'a permis vraiment d'apprendre sur le tas. J'ai eu acheté un petit bateau, ce qui a été très très formateur. Et donc ces voyages m'ont amené un petit peu aux Antilles, aux États-Unis, un petit peu partout. Au bout d'1 an et demi, les rencontres que j'avais faites, je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de travailler, et que pour travailler, il fallait passer des diplômes qui sont des diplômes de marine marchande à l'époque, qui existaient et qui existent toujours. Et en fait, je suis rentré des États-Unis pour m'inscrire dans ces fameuses écoles. C'est des formations qui duraient à l'époque 6 mois, 7 mois, que j'ai fait. Et puis le lendemain de la formation, j'ai eu mes premiers coups de fil pour travailler. Et depuis quelques années, pas mal d'années maintenant, je travaille sur des voiliers. Et à quel moment vous avez dit « ça y est, c'est ça ». C'est le métier que je veux faire. Le premier jour, tout de suite, je pense. Tout de suite. C'était l'occasion, j'ai eu les bonnes opportunités, les bonnes rencontres, à un moment où c'était pas du tout évident de rentrer dans ce monde-là, dans ce milieu-là, qui est un tout petit monde. Moi, mon créneau, ma spécialité là-dedans. Et puis moi, j'ai jamais cherché de boulot. Tout s'est toujours enchaîné, y compris dans cette période, ce qu'on appelle du bateau stop, c'est-à-dire que on cherche à embarquer sur des bateaux. Même ça, j'ai eu aucune difficulté à trouver des bateaux pour passer d'un bateau à l'autre. Le premier bateau où je suis monté, je suis descendu du bateau et le bateau d'à côté m'a proposé de repartir avec eux tout de suite. Et depuis 25 ans, c'est à peu près ce qui se passe. Donc 25 ans, on monte sur un bateau, on sait qu'on va faire ça, mais avant 25 ans, c'est quoi la vie de Julien ? J'ai eu des collèges, lycées qui n'ont pas été ma passion.
Et à 17, 18 ans, avec des amis et des rencontres de ce moment-là, on a monté une compagnie de spectacles de rue où on a fait pendant quelques années, 6, 7 ans, 7, 8 ans, on a fait du samba, de la musique brésilienne, de la batucada, ce qui était pas très courant à cette époque-là. Et on a monté une compagnie qui a très très bien marché, très rapidement. On était entre 10 et 20, 25, et on faisait des spectacles qui se passaient sur échasse. Et donc on faisait du samba sur échasse avec des spectacles de jonglage, de feu, et donc on a fait beaucoup de carnaval, un petit peu voyagé avec ça, et puis voilà, à un moment, ce côté associatif, là, j'ai eu besoin de prendre une petite semaine de recul, et la semaine de recul a duré 25 ans. Donc. Ah oui, donc Julien plutôt vit de art du spectacle. Au départ. Ouais. Au départ, oui. Donc c'est un grand écart entre... De 18 ans à... Moi, j'ai fait de la musique beaucoup quand j'étais jeune, enfant et adolescent. Et cette période de samba, et donc où on est monté vraiment une compagnie qui marchait bien, qu'on gérait nous en interne, on est devenus tous intermittents du spectacle assez rapidement, assez facilement. Ce qui était un super projet, mais moi j'ai eu besoin de prendre un peu de recul avec ça pour penser à d'autres projets. Et le coup d'aller faire une semaine de bateau était un peu pour prendre l'air, et d'une période qui était beaucoup d'investissement, beaucoup de tout ça. Et puis comme j'ai dit, la semaine a duré un petit peu plus que prévu. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la navigation ? Oh, c'est un ensemble de choses. Pour ma part, c'est aussi une passion. J'habite sur mon bateau, j'ai eu différents bateaux et tout ça. Dans ce que je fais, il y a une part de voyage, il y a une part technique, il y a une part de travail aussi, c'est un métier. Hein. Et puis ça m'a permis de beaucoup voyager, de passer du temps en mer que j'apprécie beaucoup, et qui est un contact avec la nature, avec les gens dans les différentes escales que je peux faire, des rencontres dans les escales, et des rencontres aussi des gens que j'amène. Comme moi j'ai commencé comme ça, je continue depuis toujours à prendre des gens qui ont envie d'aller faire un tour en mer pour un jour, 2 jours ou un mois. Et c'est l'occasion pour eux gratuitement de monter sur des bateaux, avec des beaux bateaux maintenant, avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et puis de leur proposer, moi ça m'arrange, et puis eux ça leur permet de faire du bateau et de voyager. Est-ce que vous naviguez plutôt seul ou en équipage ? Alors seul, ça peut arriver professionnellement, ça arrive sur des courtes distances, des moyennes distances, pour des raisons principalement d'assurance, et pas que d'assurance, aussi moi pour la facilité et le plaisir de rencontrer des gens. On part souvent à 2, voire à 3. C'est-à-dire qu'en fait les assurances nous demandent de pas être seul. J'ai pas forcément besoin de gens qui savent naviguer, mais moi en fait ça me permet de pas être seul, de faire des rencontres, et puis ça me permet surtout de dormir et de manœuvrer le bateau. J'ai pas vraiment besoin de quelqu'un pour manœuvrer le bateau, mais ça peut être une facilité, et en cas de certains problèmes techniques, ça peut faciliter de pas être seul. Et puis après, moi, vu que j'y passe du temps, j'ai pas forcément vocation de rester seul toujours, donc j'ai rencontré beaucoup de gens par ce biais-là, et beaucoup de gens très variés, et vraiment extrêmement variés dans les gens qui, comme moi, à l'époque, faisaient du samba. J'ai vraiment une diversité de gens à qui j'ai proposé, c'est souvent du jour au lendemain les départs, donc c'est un peu l'occasion de rencontrer et de fréquenter d'autres gens, que je leur ouvre mon milieu, et puis on a un petit peu l'occasion de parler du leur pendant le temps qui dure, sur des traversées qui peuvent durer de 1 semaine, 2 semaines, à des fois 1 mois et demi, 2 mois. Donc voilà, c'est des belles occasions de rencontre en tous les cas. Je pense que Kaina et moi, on s'y connaît pas trop en navigation. Est-ce que vous pouvez partager avec nous une journée type en mer ? Un des trucs qui plaît bien, c'est que justement, il n'y a pas de journée type. Il y a s'adapter à ce qui se passe, qui est le truc principal. Donc ça peut être vu comme très monotone, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que les journées défilent à une vitesse grand V, ne serait-ce que le fait de maintenir la vie du bateau, se nourrir, et tout ce qui va avec le bateau remplit les journées, et après c'est beaucoup de la surveillance. Faut être peut-être un petit peu contemplatif, et puis l'imprévu est toujours et techniquement sur le bateau, et puis on n'est jamais à l'abri d'un oiseau qui passe, d'une baleine, d'un dauphin, d'un coucher de soleil, et ça remplit, sachant que
le rythme en mer est très conditionné par le bateau. On oublie le rythme 8h, 17h que beaucoup de gens connaissent. On vit au rythme des éléments du bateau et que ça remplit pas mal les journées. Est-ce que tu as eu des rencontres inattendues avec des animaux marins, des fois, sur le bateau ? On a toujours des rencontres inattendues, plus ou moins. On peut pas savoir. Ça fait partie des surprises. Mais bien sûr que pour moi, voir des dauphins, c'est quotidien ou quasi quotidien, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on le pense. On peut aussi ne pas en voir pendant plusieurs jours d'affilée. Après, oui, il y a les baleines, ça arrive, mais on peut passer plusieurs traversées sans voir de baleines, et on peut passer des traversées à croiser, suivant les périodes et les endroits où on se trouve, à croiser des centaines, des milliers de baleines à certaines périodes dans certains endroits. Donc, je vais pas dire que c'est un quotidien, mais je suis plus surpris de voir des baleines, et ça reste toujours aussi joli et agréable. D'accord. Et il y a les baleines, et il n'y a pas que les baleines, il y a aussi les oiseaux, il y a beaucoup d'éléments qui font partie de tout ça. Est-ce que chaque bateau a une personnalité différente à tes yeux ? Ou ils sont tous pareils ? Bien sûr, tous les bateaux. Après, il y a beaucoup de sortes de bateaux de voiliers. Moi, je connais que les voiliers, principalement les voiliers. Bien sûr qu'il y a plein de genres de voiliers différents, du voilier de course très rapide, pas forcément confortable, à des voiliers petits qui sont dans des budgets plus abordables, à des bateaux plus grands qui sont dans des budgets et des considérations techniques qui peuvent être plus lourdes à gérer. Bien sûr que chaque bateau marche, c'est comme une voiture. On achète un 4x4 ou une voiture pour aller au travail le matin. Où il y a énormément de sortes de voiliers différents avec des équipements différents. Et donc oui, chaque bateau a son caractéristique. Est-ce que tu as déjà rencontré des tempêtes ou des moments que tu as craint quand tu étais sur ton bateau, où tu as eu peur ? Des tempêtes, difficiles. Bien sûr. Plus on va en mer, plus on est susceptible d'en croiser. La peur, c'est pas de la peur, je la mets pas comme de la peur, c'est de la tension, on va dire, qui augmente avec des éléments, sachant que les problèmes sont pas forcément liés aux tempêtes. Les problèmes peuvent arriver aussi hors les tempêtes. Pour moi, le plus dur, bizarrement, ça peut étonner, mais le plus compliqué peut être le manque de vent. Le manque de vent peut être assez compliqué à gérer. Ça m'est arrivé de rester une semaine sur place. Une semaine sur place, psychologiquement et techniquement pour le bateau, c'est pas forcément le plus simple, et c'est pas forcément les tempêtes qui usent le plus le bateau. Le manque de vent, des voiles qui claquent pendant une semaine, c'est plus mauvais pour le bateau que des gros coups de vent. Après, des gros coups de vent, oui, ça arrive. Maintenant, on a beaucoup de moyens météo qui ont beaucoup progressé ces dernières années, et puis des moyens de communication qui, au large, nous permettent d'avoir la météo, qui font qu'on arrive quand même à réduire, par des bonnes prévisions et par les moyens de les obtenir en mer, on arrive à jongler un petit peu mieux avec ces phénomènes météo. Et c'est vrai que les phénomènes météo ont plutôt tendance à devenir un peu plus violents ces derniers temps, liés à tous les éléments qu'on connaît. Mais on arrive quand même à limiter. Après, bien sûr qu'on a de temps en temps des coups de vent. Le coup de vent, la tempête est très relative à l'expérience qu'on a et surtout au bateau sur lequel on est. Mais pourquoi vous y allez pas en bateau tous à moteur pour aller plus vite ? Principalement parce que les bateaux à moteur, en fait, ont pas l'autonomie. Moi, je fais des grandes traversées. Et en fait, il y a assez peu de bateaux à moteur qui auraient l'autonomie en gasoil, en combustible pour traverser les océans. Ça consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de gasoil. Et qu'en fait, la plupart des bateaux à moteur qu'on peut croiser, qu'on peut voir à droite à gauche, n'ont pas les possibilités de traverser. Et que du coup, nous, on traverse avec des voiliers qui, eux, marchent avec le vent. Le but étant d'amener le voilier. Moi, je livre des bateaux, donc le but est d'amener le bateau. On se sert autant que possible du vent et on a des réserves de gasoil qu'on peut étendre avec des bidons qu'on amène en plus pour les sortir des périodes ou des endroits où il n'y a pas de vent. Et donc, on fait aussi du moteur, ce qui fait partie des journées pour nous plus tranquilles, plus faciles à surveiller, où, en gros, il y a des pilotes automatiques, le bateau va tout droit pendant 1 jour, 2 jours, des fois plus, et puis on avance au moteur histoire d'avancer. Et pour rester dans l'objectif d'amener, c'est beaucoup des bateaux neufs, donc le but est d'amener le bateau dans le meilleur état possible, dans un temps où j'ai pas d'impératif, mais
moi, plus j'arrive vite, plus j'ai fini vite mon travail. Donc, on essaye d'avancer avec les moyens qu'on peut avoir, qui sont principalement à la voile avec le vent. Et puis quand on en manque de vent, et ben, on se sert du moteur. Donc ça, c'est votre travail, c'est quand vous amenez des bateaux à destination, mais des fois, vous voyagez pour vous. Ça vous arrive de voyager seul, je suppose ? Aussi, ouais. Donc cette partie-là, ouais, voilà, elle est Et moi, personnelle. Justement, dans ces moments-là, je me demandais comment vous occupez votre temps quand vous êtes en mer seul. Est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous regardez des films ? Est-ce que vous êtes que dans la contemplation ? En fait, plus on est seul, plus il y a de choses à faire sur le bateau. Donc le bateau en lui-même, qui marche la plupart du temps tout seul, prend quand même un petit peu d'attention. Ça veut pas dire qu'on est actif, mais il y a un petit œil qui est quand même toujours un petit peu focus sur le bateau qui doit continuer à avancer. Il y a une petite partie de contemplation, et puis bien sûr, il y a aussi beaucoup de temps où on a envie de s'occuper en pensant à autre chose. Et donc effectivement, moi j'ai beaucoup lu. C'est vrai qu'en ce moment, je lis un petit peu moins. J'écoute beaucoup de podcasts en ce moment. Et la lecture, oui, ça peut m'arriver de lire un bouquin par jour. Et j'ai lu, ça fait partie des plaisirs. J'ai lu un bouquin par jour pendant des années. Et des fois, pendant 6 mois, je lis pas un livre, mais ça dépend aussi beaucoup des conditions. Mais quand on est dans des conditions stables et assez faciles, bah oui, effectivement, il faut s'occuper. Moi, j'aime bien aussi bien manger, donc on se fait des bonnes bouffes en général. On est bien équipé sur des bateaux avec des frigos, on n'a pas de limite de ça. On charge bien en fonction des envies de chacun, et puis le moment des repas est convivial et sympa, et puis c'est vrai que c'est pour moi une vraie bonne occupation qui en général satisfait le marin. Et quand vous partez, la plus longue traversée que vous ayez fait, c'est combien de temps ? Alors au global, nous en fait on a la possibilité de faire des escales. Moi je fais beaucoup des transatlantiques, donc vers Antilles, États-Unis, Brésil, beaucoup. C'est sur le global des traversées qui durent 1 mois et demi, on va dire, 1 mois pour les Antilles, un petit peu plus pour le Brésil et les États-Unis. Mais dans tout ça, on fait des escales pour des raisons techniques, pour racheter du gasoil, pour acheter à manger, pour reprendre de l'eau si on n'a pas suffisamment d'eau. Et donc, sur la route aussi, on a des routes qui sont un petit peu imposées par les conditions météo. Donc, on va pour traverser l'Atlantique dans le sens Europe, Antilles, on descend au niveau des Canaries pour attraper des vents favorables, qui sont les alizés, qui soufflent donc d'est vers l'ouest. Et donc, on s'arrête, on profite de passer pas loin des Canaries, par exemple, ou de Madère ou des Canaries, pour faire un petit stop qui dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, pour reprendre beaucoup du gasoil pour avoir cette sécurité s'il n'y a pas de vent, pour reprendre des produits frais qui peuvent nous manquer. Et aussi, ça nous permet de repartir dans un timing avec la météo qui peut être plus favorable que continuer directement. De partir à un moment où il y a du vent, c'est toujours mieux de partir quand il n'y a pas de vent et de consommer du gasoil tout de suite. Et que du coup, les traversées globales durent 1 mois. On s'arrête souvent 2 jours ici, 3 jours là, au Cap-Vert pour aller au Brésil. Et après, les grandes traversées entre, par exemple, les Canaries et les Antilles vont durer entre 15 et 20 jours, 17, 18 jours, suivant la taille du bateau, suivant les conditions météo, suivant tout un tas d'aléas. La saison donne plus ou moins de vent. Si on part dans la bonne période où il y a des alizés, il y a du vent, on est sûr qu'on aura du vent, à peu près sûr. Et donc, c'est des traversées qui durent entre 15 et 20 jours. Les grands bouts de traversée, ça m'est arrivé de mettre 25 jours, où on a prévu la nourriture pour 20 jours avec un petit peu de marge. Au bout de 25 jours, il est temps d'arriver. On est content de récupérer des légumes frais. Oui, c'était un peu la question que je me posais. C'était comment on peut penser à la quantité suffisante pour se nourrir, pour boire ? Ça c'est après une histoire d'habitude et d'expérience un petit peu, et puis des envies de chacun. Je connais des gens qui mangent que des pâtes et qui sont pas très concernés par ça. Moi qui aime bien manger, on sait faire en sorte d'avoir assez de légumes. L'expérience fait qu'on arrive à beaucoup répartir, à faire bien à manger avec le minimum, la problématique première est de bien répartir pour avoir de quoi aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que je navigue sur des bateaux très confortables, donc en fait, on a des congélateurs et tout ça, donc le problème de la conservation se pose beaucoup moins. Au début, c'était des bateaux qui étaient très peu équipés, où on n'avait pas tout ça, des frigos en général, mais en plus, c'est des coins où il fait très chaud, donc
Le principal, en fait, c'est la nourriture fraîche. Et la nourriture fraîche, quand il fait 35 ou 40 degrés, forcément, a plus de mal à se conserver. Mais maintenant, j'ai quand même des congélateurs, donc le problème est plus tellement d'actualité. Et sur les bateaux que je prends maintenant, par rapport à l'eau, qui est pour boire et tout ça, et puis un petit peu quand même pour prendre une douche de temps en temps, il fallait répartir. Alors c'est sûr qu'on prenait pas des douches tous les jours. Maintenant, j'ai des bateaux qui sont équipés de ce qu'on appelle des salinisateurs. Donc en fait, on fait de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Donc en gros, le problème de l'eau existe plus beaucoup parce on appuie sur un bouton et puis on refait de l'eau douce autant qu'on veut. Tant que le système marche, ça marche. Je posais une question super bête, mais on est marin, on est sur un bateau et on fait une traversée. Est-ce qu'on pêche ? Ah bien sûr, on pêche. Tout le monde ne pêche pas. Moi, je pêche et la pêche, c'est comme la pêche, ça marche ou ça marche pas, et ça dépend et des périodes et des endroits où on se trouve. Mais typiquement, sur les traversées dans les alizés, on pêche régulièrement. On pêche régulièrement. Après, on pêche pas à coup sûr, mais on est sûr qu'on va pêcher en tous les cas. Donc ça nous redonne des nourritures fraîches. Moi, j'aime bien le poisson. On pêche des poissons tropicaux qui sont souvent autour des thons, des dorades coryphènes. Le grand classique, c'est des dorades coryphènes. C'est des poissons très jolis. On est souvent à 2. C'est des poissons qui font assez facilement 10, 15, 20 kilos. Donc, il suffit de pêcher un poisson et on est sûr qu'on a du poisson. Le but du jeu, c'est d'avoir de la variété. Donc, quand on a pêché une fois un thon, on mange un petit peu du thon tous les jours pendant quelques jours. Quand on repêche un thon, en fait, on est content d'avoir un autre poisson. Moi, j'aime beaucoup les dorades coryphènes et qui sont des poissons plus agréables. Et voilà, donc on pêche, mais il faut pas trop compter dessus parce qu'effectivement, on n'est pas non plus si sûr que ça de pêcher. Il faut faire attention en pêchant parce que les lignes, ça fait partie des occupations, donc de surveiller les lignes, de remonter les poissons, ça peut être un petit peu une aventure suivant dans quelles conditions on est. Donc avec l'habitude, on le fait beaucoup mieux. Mais au début, il nous est arrivé quelques aventures qui peuvent être un peu quelques grosses aventures. Mettre les lignes dans les hélices et tout ça. Après, il faut plonger au milieu de l'Atlantique pour aller démêler tout ça. C'est pas toujours simple. Mais quand vous faites des escales avec l'équipage, vous les rangez où vos bateaux en attendant de repartir ? C'est pareil, on a l'habitude et des contacts pour des questions techniques. En fait, sur chaque île et partout dans le monde, il y a des ports qui sont des ports prévus pour les bateaux, des voiliers, qui sont des marinas, et donc pour des facilités, on s'arrête dans certaines îles où on a nos habitudes, où moi je connais du monde un petit peu à droite à gauche, donc ça permet d'avoir des contacts, et puis on a parfois besoin d'un mécanicien ou de quelque chose. Je sais que si je m'arrête aux Canaries, je connais le mécanicien depuis très longtemps, et j'arrive, je l'appelle, et puis il vient immédiatement, et c'est plus simple que d'aller dans une île autre que je connais pas, où il y aura peut-être ou peut-être pas le mécanicien qu'il nous faut, mais en fait, dans quasiment toutes les îles dans le monde, dans les îles ou sur les continents, il y a des marinas qui sont prévus pour que les bateaux s'arrêtent. Et on s'arrête 1 jour, 2 jours, 3 jours, le temps de faire ce qu'on a à faire, et puis on repart. D'accord. Tu transportes à peu près combien de bateaux par voyage ? Par voyage, j'en transporte qu'un. Par an, c'est très variable. Ça dépend des périodes de boulot. Il y a eu des moments où j'allais beaucoup en Méditerranée, donc au départ soit du sud de la France. Je pars souvent de France avec des bateaux neufs. Il y a eu des périodes où j'allais beaucoup en Méditerranée, soit au départ du sud de la France, soit au départ de la côte atlantique, en faisant tout le tour de l'Espagne, en passant Gibraltar, pour aller en Méditerranée, beaucoup en Croatie, en Turquie, en Grèce. Et donc ça, c'est des voyages, quand on part du sud, c'est des voyages qui durent 1 semaine à peu près, ça dépend des périodes où on le fait. Et donc quand moi, ça pouvait se trouver un moment que je faisais des traversées pour des sociétés de location, donc qui achètent une multitude de bateaux neufs. Et en fait, on allait en Turquie, on posait le bateau, on revenait en France, on repartait pour prendre un autre bateau qui était préparé entre les deux. On repartait vers la Grèce, et du coup, ça, c'est sur des enchaînements d'1 semaine, on pouvait en faire quelques-uns. On faisait ça beaucoup au printemps. Quand je fais des transatlantiques, ce que je fais quasiment plus que ça maintenant, on va dire que si je passe 3 bateaux, si je fais 3 bateaux dans l'année, ça fait 3 fois 1 mois et demi, plus les périodes de retour, un petit peu de repos, et puis de se réorganiser pour la suivante. Ça me fait travailler 6, 7, 8 mois sur l'année, et puis moi, ça me suffit pour vivre, et puis ça me donne du temps pour faire après ce que j'ai envie de faire avec mon bateau.
Justement, moi, la question qui m'intéressait, c'est quand vous revenez en France après une longue période en mer, est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qui est le plus dur ou pas d'ailleurs? Non, mais en fait, je suis tellement habitué que non, c'est pas difficile. Moi, à côté de ça, je me promène, donc je bricole mon bateau sur lequel j'habite. Et quand il y a besoin, les bateaux, c'est beaucoup de problèmes techniques et qui sont un plaisir, qui sont pas que un plaisir, mais bon, il y a des fois, faut bricoler, rééquiper le bateau, changer ci et ça. J'arrive à m'organiser pour garder des petits moments plus ou moins longs pour aller me promener. Donc ça peut être me promener en Bretagne sur les îles du coin que je connais bien, où je vais voir des amis et où je me promène. Et puis je prends de temps en temps des périodes un petit peu plus longues pour aller un petit peu plus loin, là dans un mode en voyage avec mon bateau où je pars souvent pour le coup seul et puis dans des endroits où je suis pas forcément amené à aller avec les bateaux sur lesquels je travaille. Par curiosité, là, c'est quand vous êtes en mer, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent de la terre? Et quand vous êtes sur terre, est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Est-ce que la mer vous manque? J'y suis quand même assez souvent en mer. Même si j'y suis, moi je suis basé en Bretagne, donc je suis sur mon bateau. Je vais pas forcément repartir naviguer tout de suite avec mon bateau quand je rentre de 4 mois en mer. Mais assez rapidement, si la saison s'y prête et qu'il fait beau, je suis aussi bien aller voir les copains sur l'île en face et puis la ville où je suis basé, j'y ai des copains, je suis content de les voir, mais moi en fait quand je suis à terre, je suis en vacances, donc j'ai beaucoup de temps libre et mon temps libre, ça me dérange pas du tout de le passer, aller me promener, pas forcément très loin. Et moi sur mon bateau, je suis autonome et indépendant, donc ça peut être une petite balade d'une après-midi qui m'amène autre part. Et là, le Haut-de-Part, je peux prévoir d'y rester 2 jours et il peut se trouver que 15 jours ou 3 mois après, j'y suis toujours. En attendant que j'ai un autre coup de fil pour repartir vers d'autres horizons. Mais le retour, est-ce qu'il est plus facile que l'aller? Parce qu'à l'aller, il y a un bateau, il y a plus de nourriture qu'au retour, donc c'est peut-être un peu plus lourd et un peu plus lent, non? Alors le retour quand je travaille, le retour quasi tout le temps, c'est une question c'est souvent la première question qu'on me pose, c'est comment tu fais pour rentrer? Et ce qui est vraiment, c'est la première question que tout le monde me pose. Et en fait, tout simplement, on prend l'avion et on rentre. Donc, je passe 1 mois et demi à y aller. Et en 8 heures d'avion, généralement, ou un petit peu plus, 10-12 heures en avion, je suis rentré. Donc, le problème du retour se pose pas du tout. Je prends l'avion. Mais donc, t'abandonnes ton bateau là-bas? Mais moi, le bateau, c'est des bateaux que je livre à droite à gauche. Donc, Non, mais celui avec lequel tu as livré. Eh ben ouais, moi, le but du jeu, c'est de l'amener là où on me demande de l'amener. Et donc, une fois qu'il est arrivé, le propriétaire reçoit son bateau et puis le bateau, c'était le but, c'est qu'il reste là où on me demande d'aller. Ton bateau à toi? Non, c'est pas son mon bateau. Alors, mon bateau, du coup, mon bateau, c'est pour ça que suivant les périodes et suivant le temps que j'ai, il faut que je m'organise pour avoir le temps et les possibilités de le ramener. Après, des fois, ça m'est arrivé de prendre le temps de le ramener et puis de profiter de là où j'étais. Et des projets où j'ai pu partir en me disant je pars 1 mois ou 2 ont pu durer parfois bien plus longtemps. Quand on dit votre bateau, c'est un voilier aussi? C'est un voilier, qui est beaucoup plus petit que les voiliers sur lesquels je travaille, mais qui me suffit pour vivre et puis qui est dans des budgets qui me correspondent plus. Moi, je vais revenir sur justement le retour, puisque pendant 1 mois et demi, vous êtes seul ou avec quelques personnes avec vous pour amener un bateau à destination. Et justement, le retour en avion, il y a quand même beaucoup de gens. C'est que vous passez de 1 à quelques personnes à des centaines de personnes autour de vous. Il y a pas, cette transition, elle n'est pas. On s'y habitue. C'est sûr qu'au début, on sait plus traverser une route. On est très perdu de tout ça. Moi, maintenant, je le fais suffisamment depuis longtemps et suffisamment régulièrement pour être complètement habitué à cette transition. Mais c'est sûr que la transition, elle reste toujours un petit peu étonnante. Ça fait toujours, les marins, on est toujours content de partir. Et dès qu'on est parti, l'idée, c'est d'arriver. Et vice versa, moi, une fois que j'ai fini un travail, ma première idée, c'est d'attendre un prochain coup de fil ou un prochain voyage en bateau. Mais oui, il y a quelques trucs, mais moi maintenant, qui sont ma normalité, mon habitude, qui sont par exemple, quand on a passé 1 mois en mer, les premières marches de marcher, en fait, on se serre assez peu de nos jambes sur les bateaux, on est souvent assis et puis on marche jamais bien loin parce que
Et du coup, par exemple, les premiers escaliers sont souvent, les premières petites randonnées, même pas très loin, sont souvent très compliquées quand on a passé un mois en mer. Et les premiers escaliers, même qui paraissent pas grand-chose, donnent souvent des petites courbatures dont on a un petit peu du mal à se remettre. Ça passe très vite, mais ça peut être surprenant au début. Mais j'en suis plus tellement surpris, c'est vrai. Ah, c'est vrai, on pense pas à ça. Et pareil, en termes de cardio, de souffle, il n'y a pas ce problème-là. Alors maintenant, toujours pareil, avant c'était sur des bateaux qui étaient moins équipés. Les temps modernes et l'équipement des bateaux en général font que, en fait, moi, les bateaux, c'est des bateaux très équipés. Donc qui pouvaient être physiques il y a quelques années. Et maintenant, en fait, concrètement, je navigue beaucoup sur des bateaux où il y a des winches et des moyens électriques. Et donc en fait, maintenant, je me fatigue le doigt à appuyer sur des boutons et tout ça, ça marche tout seul. Je vais me permettre de poser la question. Qu'est-ce que vous apporte la mer sur le plan personnel, spirituel Moi, ça, très franchement, je sais pas. Je sais que je suis à l'aise là-dedans, que je suis à l'aise en tant que marin. Le rythme de vie me correspond bien. Et puis, moi, j'en profite tout simplement. Je crois que c'est un univers qui me plaît bien. Et puis, je cherche pas à y réfléchir trop. Je le vis bien. Et puis c'est comme ça. C'est pas des moments, je sais pas, moi, quand je me dis que quand on est face à l'océan, à l'immensité de cette chose. En fait, à force, l'océan est toujours très grand, mais en fait, plus on y va, plus ça devient un rythme. Moi, maintenant, au début, traverser l'Atlantique, ça reste toujours une grande aventure, mais c'est vrai que maintenant, je pars pour le Brésil comme si je partais pour faire un tour de l'île d'à côté. C'est devenu un petit peu ma routine que je connais. Bon, on a toujours des attentions et une préparation, mais en fait, même la préparation, au simple coup d'œil, maintenant, je la fais sans trop réfléchir et assez sereinement, ce qui n'était pas forcément le cas dans les premières grandes traversées. Mais les avions que tu prends pour rentrer, pour faire le retour, c'est un avion fait exprès ou il y a d'autres gens dedans? Non, c'est bien sûr, c'est des avions, ça fait partie de l'expérience et on sait s'organiser pour avoir un avion en temps et en heure et si possible pas trop cher, mais c'est bien sûr des avions de ligne comme tout le monde que je sais trouver assez facilement. Ayant l'habitude d'aller souvent aux mêmes endroits, je sais comment aller du bateau à l'aéroport c'est plus tellement une aventure. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a traversé l'océan, l'aventure de prendre l'avion pour rentrer n'est pas le plus compliqué quand même. Avec l'expérience que vous avez maintenant de la vie de marin, avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que vous referiez différemment? Oh, je crois pas, non. Je crois pas. Non, j'ai pas de regrets, Non, moi je suis très content de ce que je fais. Après, c'est toujours assez... c'est de l'aventure au jour le jour, mais justement, moi, ça me plaît bien, donc continuer dans ce rythme-là, j'ai pas de regret d'avoir à fonctionner différemment. Je vais me permettre quelques questions un peu perso. Quand on est marin, on n'a que des copains marins? Oh, pas seulement, non, on a d'autres copains, non, pas seulement, bien sûr qu'il y a un réseau. Moi, en plus, je fais bien attention à justement garder un pied sur terre, ou en tous les cas de pas être obnubilé que par ça. Donc bien sûr que je fréquente beaucoup des marins dans les ports, mais mes copains proches ne sont pas du tout marins. J'ai des copains proches marins, bien sûr, mais vraiment pas seulement. Non. Est-ce qu'on peut avoir une vie amoureuse et être marin? Enfin, Julien le marin. Moi, il se trouve que non, j'ai tenu à ma liberté, où la vie a fait que ça s'est fait comme ça, donc j'ai pas eu de vie de famille proche. Ça veut pas dire que j'ai pas fait des rencontres et tout ça. Ce qui me donne aussi la possibilité de pouvoir partir sur un coup de tête sans avoir à négocier ou à devoir composer avec ça. Je connais des marins qui, bien sûr, ont des vies de famille et des enfants et tout ça. C'est vrai que c'est pas forcément si simple que ça d'être marin, surtout moi qui réponds un peu du tac au tac sur un coup de tête qui peut repartir pour plusieurs mois. Quand on a une vie de famille, c'est pas évident que la personne ne soit apte à supporter ça. C'est pas forcément ni pour l'un marrant, ni pour l'un, ni pour l'autre, je pense. Donc moi, mon choix ou la vie a fait que je me suis pas engagé là-dedans et j'en ai pas de regret parce que ça me donne la liberté et la possibilité de pas emporter le poids. Et Julien le marin, ça va être jusqu'à la fin? Oh, jusqu'à la fin, on sait pas, on verra, mais c'est pas impossible. Je connais des marins qui font mon créneau, mon truc depuis très longtemps, voire très longtemps. Il m'est même arrivé l'expérience qui m'avait beaucoup marqué, mais
mais de me faire déposer en stop pour arriver jusqu'au bateau par un marin qui a fait le même métier que moi pendant... Il m'avait beaucoup marqué, ce monsieur, qui avait 70, 80 ans et qui m'a déposé à mon bateau où je partais pour je sais plus où, et qui m'avait raconté avoir fait ce même métier et qui m'a laissé en larmes parce que le métier lui manquait. Pardon. Le métier lui manquait et que concrètement il y voyait plus rien, donc il pouvait plus repartir, mais je sentais bien qu'il m'enviait de pouvoir continuer. Et ce monsieur avait 80 et quelques années, jusqu'à très récemment, il continuait de le faire. La majorité physiquement, et puis c'est un petit peu plus compliqué avec le temps, mais très franchement, je vis beaucoup au jour le jour, et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer lui aussi dans la navigation ? Je sais pas, on me le demande souvent. J'amène beaucoup des gens qui découvrent ou qui ont envie de faire ça. Moi, on m'avait conseillé de pas me lancer là-dedans quand j'ai commencé, donc parce que c'est une vie compliquée, si on y est adapté, on s'en sort très bien. Et moi, c'est un plaisir, mais c'est vrai que le conseil, c'est très au cas par cas. C'est beaucoup une histoire de rencontre et d'opportunité, et d'opportunisme, de chance, même si je crois pas à la chance, mais le conseil, c'est d'être bon dans son métier, et c'est vraiment impératif pour réussir à faire moi ce que je fais, et du coup, il faut naviguer, et puis prendre du plaisir, c'est ça, faut que ça fasse plaisir surtout. Est-ce que tu as un moment qui reste gravé dans ta mémoire, ou un paysage que tu n'oublieras jamais, que tu as vraiment beaucoup aimé ? Des tas, forcément, des paysages, j'en vois pas mal, et des moments entre l'humain et la nature, et puis des beaux moments de navigation, des gros surfs dans des grosses vagues, bien sûr qu'on en a plein, et un plus que les autres, je pourrais pas dire, bien sûr que j'ai des tas de beaux souvenirs de mon bateau, des bateaux des autres, des tas et des tas de beaux souvenirs, un plus que les autres, des tas de un plus que les autres. Donc, un moment émotion, qu'il soit bien ou pas bien. C'est pareil, des tas de plaisir de retrouver des gens dans les différentes escales, à des belles navigations ou à des arrivées dans des endroits magiques. Moi, j'ai la chance d'avoir été dans des beaux endroits. Je sais pas, je vais souvent à Rio. C'est sûr que l'arrivée à Rio, quand on arrive au petit matin à Rio, ça reste dans des belles arrivées. J'ai été à New York plusieurs fois, tourner seul avec son bateau autour de New York. Tout le monde n'a pas fait ça, et que c'est des beaux moments, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des moments où vous naviguez, où vous emmenez, je pense que plutôt sur des traversées où vous êtes sur votre bateau, mais vous avez emmené votre famille ou des gens qui ont rien à voir, vraiment des proches. Si vous n'étiez pas là, ils auraient jamais eu l'occasion de faire ces traversées-là ou Bien sûr, ça m'est arrivé de la famille. J'ai eu l'occasion un petit peu d'amener ma famille sur mon bateau, même une fois sur un petit convoyage, une petite livraison. Et après, des rencontres, oui, ça m'est arrivé un petit peu moins maintenant, parce que maintenant on a des moyens avec Internet de rencontrer des gens en dernière minute. Mais souvent, moi, je pars avec des gens. En fait, je cherche quelqu'un qui est partant dans les 3 jours. Donc tout ça à une époque où vraiment, moi, j'ai commencé comme ça. On amenait des gens qui traînaient avec leur sac, où on allait au bistrot du coin pour trouver quelqu'un qui était partant, qui éventuellement s'attendait pas à partir, mais qui 2 jours après était sur le bateau et puis partait au bout du monde avec moi. Et là-dedans, c'est vrai que j'ai fait des très belles rencontres. Par moments aussi, des moments qui ont été un petit peu plus durs, parce que une fois qu'on est embarqué, on peut plus descendre, donc faut bien faire avec, composer. Mais j'ai aussi fait vraiment des très très belles rencontres, et des gens qui ont eu des vies et des moments de partage assez incroyables, d'une aventure auquel eux s'attendaient pas forcément, ou certains qui ont cherché à embarquer, et où ça s'est très bien passé, et on a passé vraiment des belles traversées ensemble. Comment est-ce que la vie sur la mer, elle influence ta manière de voir la vie sur les terres fermes ? C'est une grande question. Bien sûr que ça influence beaucoup, parce que j'ai pas la vie de Monsieur Tout-le-Monde, et je pense surtout aussi, c'est que moi qui fais beaucoup de grandes traversées, donc vers l'étranger, m'a aussi permis de fréquenter d'autres pays, d'y rester un petit peu, ou de certains endroits où je reviens, donc j'y ai des sortes d'habitudes, et que c'est des habitudes que la moyenne des gens en France ou en Europe, on va dire, ne connaissent pas,
Et moi, je les fréquente dans un cadre particulier, c'est-à-dire qu'arriver à l'étranger à la voile, c'est aussi différent de prendre un avion pour aller à l'étranger en vacances une semaine. Et c'est vrai que le Brésil que j'ai beaucoup fréquenté, je me mets à bien parler brésilien, à connaître les hauts et les bas de la société brésilienne depuis très longtemps. Et je pense que ça m'ouvre sur une vue différente du monde. Et moi, je vois ça comme un des beaux côtés de mon métier. Juste pour terminer, moi, je trouve la boucle presque bouclée parce que avant d'être marin, vous faisiez de la samba sur des échasses. Ouais, ça a été le hasard de la vie a fait que ça s'est trouvé comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment, ça a été marrant de vous revenez ça. Ouais. Je sais que je rêvais beaucoup d'aller au Cap-Vert quand j'étais jeune, avant même le bateau, et puis que le fait du Brésil aussi m'a fait régulièrement fréquenter le Cap-Vert, qui est un endroit que j'aime beaucoup. Je vais toujours sur la même île, mais qui est un super endroit et avec des gens qui pour le coup sont vraiment un accueil et une complication et en même temps un niveau de vie qui est bien différent de tout ce qu'on peut connaître ici et que ça m'a ouvert à beaucoup d'autres choses, ça et d'autres choses. Moi, je voudrais dire merci à Kaina pour l'invitation, remercier Julien Guillaumard, le marin. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup pour ce partage. Moi aussi, je vous remercie, c'était super, j'ai passé un bon moment. Peu importe le port, y a toujours des marins qui s'ennuient, qui chanteront le nom des femmes et des bateaux qu'ils ont pris. Peut-être que les vagues ne sont que les larmes de tous ceux qui chavirent. Garçons remplis nos verres, y a que le mar de café